Alors, Jean-Jacques Reynaud, si vous êtes d'accord, on commence d'emblée avec cette première question de Blandine. Quelle est la moyenne de paix par jour et à partir de combien faut-il s'inquiéter? Alors, la moyenne, c'est entre 8 et 12 ou 13, et on s'inquiète à partir de 20. Au-delà de 20? Au-delà de 20, on doit se poser des questions. Mais se poser des questions ne veut pas dire s'inquiéter. Se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une alimentation qui fait que je produis trop de gaz? C'est tout. Ce n'est pas un signe de maladie. Et donc, un cas, aller voir le médecin en disant « j'ai 20 flatulences par jour, que faire docteur ?» Il va vous répondre « mangez différemment ». D'accord. Donc, Comptez ces flatulences déjà. oui, c'est vrai que c'est un À premier partir exercice. de demain, vous... Mais, faisons un petit tour de table. Alors, autour de la table, vous êtes à combien? Entre 5 et 10? Généralement, quand on les compte, c'est qu'on en a trop. Quand on les compte pas, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. C'est aussi un bon signal. Alors, un gaz, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on pète d'ailleurs? On pète pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'il y a du gaz qui rentre par la bouche, il y a du gaz qui est produit par le tube digestif pour digérer, plus de 15 litres, qui ensuite été réabsorbé. Et il y a des gaz qui sont produits par le côlon, par fermentation. Donc il y a de multiples origines de gaz. Il y a 5-6 gaz qui circulent à l'intérieur du côlon. On va les voir juste après, mais la fermentation, ça veut dire quoi? Que quand on mange un aliment, qu'est-ce qui se passe? La fermentation, normalement, quand vous mangez un aliment, il passe dans l'intestin du dessus, qui est l'intestin grêle, il est absorbé, il n'arrive pas dans le côlon. Mais quelquefois, des personnes n'arrivent pas à absorber ces aliments qui arrivent de manière inappropriée dans le côlon. Et là, quand ils arrivent dans le côlon, ils tombent sur plein de bactéries qui vont les dégrader, les fermenter. On parlait des gaz et justement, et notamment de ce qui compose un PET. Est-ce que vous pouvez nous montrer au tableau justement les je vais passer gaz au qui tableau. sont présents? Et puis qu'est-ce qui est responsable de la mauvaise odeur aussi? Parce que bon, le gaz... Alors, en réalité, vous avez différents types de gaz. Vous avez d'abord l'azote, qui est généralement majoritaire, qui rentre lorsque vous avalez la salive, lorsque vous buvez. Il y a à peu près 3-4 litres d'azote qui peut rentrer. L'oxygène, de la même manière. Le dioxyde de carbone, il sert à diminuer l'acidité gastrique qui est sécrétée par l'intestin. Le méthane, il y a un tiers des personnes qui ont une flore intestinale qui va produire du méthane, ce qui pourrait être dangereux, c'est en grande quantité comme les vaches, parce qu'on pourrait entraîner une explosion. Nous, on le sait, quand on fait des coloscopies, quand on fait des étincelles à l'intérieur du côlon, il y avait des préparations qu'on n'utilise plus parce qu'il y a un risque d'explosion. L'hydrogène, c'est ce qui est fermenté habituellement par le sucre lorsqu'il arrive de manière inappropriée dans le côlon et qui n'est pas été absorbé au niveau de l'intestin grêle, comme le lait. Une personne qui a une intolérance au lactose, il va mettre du lactose dans le côlon et ça va produire beaucoup d'hydrogène. Et le soufre, alors c'est ça qui sent très mauvais. Ça sent très mauvais parce qu'on a une flore particulière et surtout on mange des choses qui vont produire du H2S. Et cet H2S, il vient particulièrement avec des flageolets, du chou, mais aussi de l'oignon, des condiments et même de la viande, puisque les protéines peuvent augmenter cette production d'H2S. Donc ça, c'est pour les odeurs, mais il y a aussi la question du bruit. Pourquoi est-ce que ça fait du bruit quand on pète? Alors, ça fait du bruit quand on pète, parce que lorsqu'on pète, il y a deux choses qui rentrent en compte. C'est-à-dire, il y a la poussée du ventre et comment est-ce qu'on serre le sphincter. Et donc, en fonction de la manière dont on veut pousser pour faire sortir rapidement et qu'on serre, on va faire beaucoup de bruit. Par contre, si on ne pousse pas beaucoup et si on relâche lentement, il n'y aura pas de bruit. Il y a des pétomanes, Joseph Pujol, qui arrivaient à faire la Marseillaise au clair de la lune, à éteindre des bougies. Il y a Misou Misou, ça c'était sur Canal+ à l'époque. Donc, en fonction de la manière de pousser et de serrer, on peut faire des bruits plus ou moins agréables ou incongrus. Et Joseph Pujol, on l'a justement, ce célèbre pétomane du siècle dernier qui exerçait, qui performait notamment au Moulin Rouge. Et donc, on a des images là à vous montrer. C'est rien que pour vous, Jean-Jacques Reynaud, parce que vous nous avez appelé ces images. Il y a une position un peu particulière, et lui, il avait la particularité, son aperçu dans l'enfance, de pouvoir faire rentrer l'air dans l'intestin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'au bout d'un certain temps, l'air s'épuise, parce qu'en réalité, par le bas, on ne peut faire sortir que 700 ml, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors lui, il arrivait à aspirer l'air et à le faire ressortir, ce qui était une particularité morphologique particulière, et il gagnait plus d'argent que Sarah Bernard à l'époque. C'était extraordinaire. Un métier d'avenir qui a été oublié. Si je vous ai bien écouté, ça veut dire que si on a cette capacité à contrôler son muscle, on peut faire des pecs totalement silencieux à la demande. Tout à fait. Il suffit juste de ne pas pousser trop fort et de relâcher, de se détendre doucement, et le P ne fera pas de bruit. Ou d'écarter tout simplement les fesses, non, avec Voilà, ça, tout à fait. Enfin, écarter les fesses, non, c'est plutôt sphincter interne. Jimmy. Ah bah je vous assure que ça marche, quand on est dans les toilettes chez des amis et qu'on se parle. Je vous assure, vous écartez délicatement les fesses et du coup... En somme, il ne faut pas pousser trop fort et serrer en même temps, parce que si vous serrez en poussant, c'est sûr, ça va faire un bruit d'enfer. On a Michel qui nous pose cette question. Est-ce que les paix sentent toujours mauvais? Non, puisque ça va dépendre de cette composante soufrée. Et donc, soit on a une flore qui produit du soufre, et soit on mange des aliments ou des condiments qui produisent du soufre, ou même des protéines avec la viande, et on va avoir une certaine odeur. Ça ne va pas durer longtemps, une fois que la digestion est faite, dès le lendemain, c'est fini. Donc, il suffit de se connaître, comme disait... C'était Socrate, connais-toi toi-même. Il y a des personnes qui vont produire du soufre, d'autres qui ne vont pas en produire. Et puis c'est un petit désagrément le lendemain, mais on s'est fait plaisir. Et quand on mange des légumes crus, type salade, etc., est-ce que ça peut changer un peu la salade, la pas production énormément, puisque c'est des fibres, donc ça va passer sans être digéré. Il n'y a pas de digestion de la salade. Donc on ne produit pas du gaz avec la salade. Et alors, qui pète le plus, le végétarien ou le carnivore?
Plutôt le carnivore. Parce que Enfin, ça dépend. Le végétarien, s'il mange beaucoup de légumes secs, type lentilles, type flageolets, type choux, etc., là, ça contient quand même pas mal de choses qui... voilà. Donc, les personnes qui prennent beaucoup de légumes secs vont avoir plus de gaz, et la personne qui est carnivore va avoir un peu plus de gaz aussi. Il faut savoir, raison garder, avoir une alimentation variée. Une alimentation variée, ça veut dire qu'on a moins de gaz si on mange un peu de tout. Le petit salé aux lentilles, non, quoi. Oui, mais c'est une question de quantité en réalité. C'est une question de quantité. Si vous prenez un peu de lentilles, ça va passer. Si vous en prenez trop, ça passera pas. Alors, ça passera pas. Vous serez un peu embêté, mais vous êtes fait plaisir. J'ai une question qui me plaît beaucoup d'Anna. Mon mari et moi sommes passés au pain noir. Donc un pain qui est complet, intégral, avec de la farine complète. Et depuis, c'est mitraillette à gogo pour lui, mais pas pour moi. Il y a une inégalité. Il y a une inégalité, comme je vous ai dit. Les gaz, c'est une question de flore et c'est une question d'aliment. C'est le mauvais aliment dans la mauvaise flore. Si on a une bonne flore, on a beau prendre le mauvais aliment, tout se passera bien. D'où l'expression « connais-toi toi-même ». On sait très bien ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc il ne faut pas s'inquiéter d'un pain s'il sent vraiment très mauvais, parce que souvent on se dit « oh là là, c'est moisi, vraiment là t'exagères ». Non. En fait, ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Ça contient du soufre. Si vous faites brûler du soufre, j'avais un oncle qui était viticulteur, vous avez du soufre pour décontaminer ses cuves, ça produisait la même odeur. C'est du soufre brûlé, c'est tout. On a Ni plus ni Dorothée moins. qui nous pose cette question. Et Anissé, vous nous l'avez posée juste avant. Est-ce que ça peut être dangereux de retenir ces paix ? Non, mais c'est très inconfortable. Ça fait mal, les Ça gars. fait mal. Ça fait Donc ça n'a aucun intérêt. Alors le problème, c'est comment est-ce qu'on travaille. Si vous êtes jardinier à la mairie de Paris ou ailleurs, vous pouvez évacuer comme vous voulez. Si vous êtes en open space, c'est plus compliqué. Bon, effectivement, c'est plus une question de convention sociale. Tout à fait. Pour autant, on se retient tous de péter, alors, parce que péter, c'est la vie, en fait, c'est important, en fait. Oui, c'est un signe de bonne santé. Le chirurgien, une fois que vous avez été opéré, va vous demander, avez-vous pété ? Parce que c'est un signe de reprise du transit. Donc ce n'est pas quelque chose de dangereux, de délétère et qui doit inquiéter. On a Lorraine qui nous pose cette question. Pourquoi, quelques jours avant mes règles, je me sens ballonné et j'ai des gaz ? Alors, les modifications hormonales vont modifier le transit intestinal, ne va pas modifier la flore ni les aliments, mais ça peut modifier en modifiant le transit, en créant un peu de constipation, favoriser éventuellement tout ce qui est fermentation. Et en facteur extérieur, est-ce que le fait d'être stressé, ça peut jouer aussi sur la quantité et les odeurs des flatulences ? À ma connaissance, non, et je ne vois pas par quel mécanisme. D'accord. Gaz et constipation, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? C'est Daniel qui nous pose cette question. Alors, il peut y avoir un lien, parce qu'en effet, on le comprend très bien de manière conceptuelle. Quand le caca reste à l'intérieur, il va plus fermenter. Mais on peut aussi avoir des gaz et de la diarrhée. Quand vous avez une intolérance au lactose, le lactose arrive dans l'intestin, donne de la diarrhée, en même temps donne des gaz, puisque le sucre du lactose, le lactose est digéré dans l'intestin. Donc on peut avoir des gaz en étant constipé ou diarrhéique. Vous avez dit qu'on avalait de l'air et qu'on avale des gaz, et Julien nous pose cette question. Pourquoi certains gaz sont évacués par l'héros et d'autres par l'épais ? Parce qu'ils sont d'origine différente. En réalité, on évacue par les ce qu'on fait rentrer par le haut, ce qu'on fait rentrer en buvant ou en parlant, donc principalement l'azote. Par contre, ce qui est produit à l'intérieur de l'intestin, il va plutôt vers le bas parce qu'il va au chemin le plus court. Donc l'hydrogène, le CO2, c'est plutôt par le bas, ou le méthane aussi. Il n'y a pas de méthane produit au niveau de l'estomac. D'où le manque d'odeur. D'où le manque d'odeur, tout à fait. On s'est rendu en pharmacie en disant qu'on avait des problèmes de gaz, qu'on aimerait des choses qui pourraient nous aider. On nous a proposé très rapidement du charbon. Qu'est-ce qu'on peut dire du charbon sur les gaz, les ballonnements ? Alors, le charbon ne va pas marcher sur le volume des gaz, mais peut éventuellement marcher sur les odeurs des gaz. Donc, en somme, si vous faites un cassoulet et si vous avez peur le lendemain d'être un peu mal, pourquoi pas faire un tout petit peu de charbon ? Pourquoi pas ? Mais si vous avez des gaz de manière inappropriée et trop prolongée, faire des cures de charbon va vous constiper, ne va pas régler le problème. Donc il faut être vigilant avec le charbon. Ponctuellement, et faire attention parce que ça absorbe les autres médicaments. Donc après, pas du charbon, des autres médicaments. tout à fait. On nous a aussi proposé de la menthe poivrée. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose de l'huile de menthe poivrée ? Est-ce que ça peut nous aider ? Ça peut aider en effet, mais il faut qu'elle soit un peu protégée de l'acidité. Parce que si vous prenez par la bouche qu'elle n'est pas protégée par ça, elle va être digérée par l'estomac. Tandis que là, elle est sous forme de gélule, à prendre à distance des repas, et sans prendre de médicaments contre l'acidité, elle va arriver dans l'intestin. Si vous prenez la menthe, et si l'estomac la détruit, à part avoir bon goût et bonne haleine, ça ne sert à rien. Ah, donc celle-là, elle est vraiment faite pour aller dans l'intestin. On nous a aussi proposé des probiotiques, parce que c'est vrai qu'on en parle régulièrement. Là, on a des bifidobactéries. Bifidobactéries, qu'est-ce qu'on peut dire des probiotiques ? Alors, les probiotiques, on peut rien en dire, c'est très à la mode, donc on va vous en vendre à tort et à travers, ça ne sera pas remboursé. Donc non, évitez. Alors si vous êtes diarrhéique, pourquoi pas un peu de probiotiques, mais pas les probiotiques pour les flatulences. Donc ça coûte cher, ça coûte ça au minimum 10 euros. Donc 10 euros, 20 euros facilement. Entre 30 et 40 euros. Ah oui, ok, on va les rendre ça, on va faire des économies. Est-ce qu'il y a des infusions qu'on peut faire ? Par exemple, je me rappelle des infusions de fenouil, ce qui pouvait aider. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider ? Qui peut aider pour les gaz, c'est la cuisson. Quand vous avez des légumes secs, si vous mettez un peu de bicarbonate au frigo un peu avant s'ils sont secs, ou lors de la cuisson, ça peut diminuer les gaz. Et en effet, le fenouil ou le cumin peut aussi, sous forme de granules, favoriser une meilleure digestion des légumes secs et éviter les gaz.
Dans les légumes secs, justement, dans ma famille, dans mon Berry natal, on mangeait des lentilles, les lentilles du Berry. On disait toujours qu'il fallait rajouter un peu de vinaigre au moment d'en manger dedans pour éviter les gaz. Je ne sais pas si ça avait vraiment à ma connaissance, non. Autant le bicarbonate, oui, mais le vinaigre, on pourrait dire que ça décape un peu et ça évite la fermentation externe. Pourquoi pas? Mais le bicarbonate est reconnu de manière plus classique que le vinaigre. On a Didi qui nous pose cette question qui était complémentaire de celle de Rime à propos des tisanes. Est-ce qu'il y a des tisanes qui peuvent nous aider justement à nous soulager un petit peu? Moi, le soir, par exemple, pour digérer, je prends une tisane de gingembre. Est-ce que ça peut aider, par exemple? Le gingembre n'est pas forcément reconnu pour les gaz, mais pour d'autres pratiques, disons. Après, vous prenez votre gingembre le soir pour d'autres pratiques, mais plutôt du fenouil, du cumin, oui. J'ai entendu également que les flatulences pouvaient être un signe avant-coureur d'un cancer du côlon. Est-ce que c'est ridicule? On s'est posé des questions, parce que quand ça sent mauvais, on se dit ça pourrit l'intérieur, il se passe quelque chose. Les études ont montré que ce n'était pas le cas. Maintenant, comme je vous ai dit, quand on mange beaucoup de viande jaune, on n'a plus de flatulences qui sentent mauvais. Donc, par ce biais-là, mais ça n'a pas été démontré, ça pourrait être, comme je mange trop de viande rouge, ça sent mauvais, comme je mange trop de viande rouge, il y a plus de cancer du côlon. Mais ça, ce n'est pas démontré du tout. Ah, mais on comprend ce lien que moi, je n'arrivais pas à saisir au tout début. On a cette question de Sophie. J'ai l'impression que les aliments trop riches en gluten augmentent drastiquement l'épais. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui et non. Oui, les éléments riches en gluten sont riches en céréales. Et en réalité, ce n'est pas le gluten qui est une protéine qui donne l'épée, mais c'est le sucre associé au gluten des céréales qui va arriver dans l'intestin, fermenter, donner l'épée. Donc en effet, si vous prenez un régime sans gluten, vous évitez le sucre des céréales, vous évitez les flatulences, mais pas à cause du gluten. Vous parlez de ces sucres, les FODMAPs notamment? Tout à fait, c'est les polyols, tout ce qu'on trouve très sucré. Est-ce qu'il peut y avoir une complication liée aux flatulences? C'est Nicole qui nous pose cette question. Une complication? Non, il n'y a pas de risque particulier à mon avis, non, mis à part vous faire mettre dehors par votre employeur parce qu'il trouve qu'on ne peut pas travailler en open space à votre conjoint. Ou alors le petit P foireux, parce que si jamais on ne fait pas bien la distinction entre les gaz et les matières... En réalité, il faut savoir une chose, c'est que quand on a Alors, les gaz, on peut être gêné parce qu'ils sortent trop souvent, mais on peut être gêné aussi parce qu'on ne les maîtrise pas. Oui. Et quand on ne maîtrise pas les gaz après un accouchement, ça peut être un premier signe d'incontinence qui peut commencer. Ah. Et donc, quand ça persiste longtemps après l'accouchement, il ne faut pas hésiter à consulter, parce qu'à ce moment-là, on peut réparer le sphincter, et par contre, on attend après la ménopause, on ne le réparera plus. Et la dernière chose, en effet, l'épée foireux, c'est-à-dire quand la matière va arriver au niveau du haut, du bas du rectum, on analyse ce qu'il y a dedans. C'est liquide, c'est solide, et quelquefois, on se trompe, et ça a plus de conséquences embêtantes. Ça complète cette question de Françoise qui nous dit qu'elle a 79 ans et lorsqu'elle marche, elle a des flatulences qu'elle ne peut contrôler et elle doit faire de la rééducation périnéale. Donc attention, c'est vrai on rigole un petit peu d'épais, mais on a bien compris que ça peut être à l'origine de certaines pathologies. Alors il faut savoir que la rééducation périnéale marchera bien sur le sphincter de la volonté, mais pas sur le sphincter qui est au-dessus, qui est involontaire. Et elle décrit plutôt une incontinence involontaire que volontaire. Donc peut-être que la rééducation chez elle n'est pas la solution. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.